Le GEPAN va avoir 50 ans, les phénomènes aérospatiaux non identifiés et les ovnis, dont les objets font partie des phénomènes. Les gens, la plupart du temps, lorsqu'ils voient ce genre de choses, ils sont tellement surpris qu'ils n'ont même pas le réflexe de prendre une photo. Nous recevons beaucoup de signalements, à peu près 1 millier par an, même un petit peu plus cette année. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de quelque chose qui fascine, les ovnis et les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est très content de vous avoir aujourd'hui sur la chaîne. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je suis Frédéric Courtade, je suis manager responsable du GEPAN, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ok, c'est ce qu'on pourrait appeler ovni, enfin ce que beaucoup de gens appelleraient des ovnis ? Nous, on préfère le mot phénomène, puisque ça englobe la problématique des objets. Donc les objets font partie des phénomènes, et les phénomènes englobent, je dirais, toute source lumineuse ou qui peut être prêtée à une observation. D'accord, donc les ovnis, c'est une sous-catégorie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Oui, c'est un terme largement employé par la communauté, mais également par le grand public, avec derrière ce terme-là beaucoup de choses qui évoquent quelque chose d'étrange, quelque chose qu'on ne comprend pas, ou bien d'autres choses peut-être, ça dépend de la sensibilité des gens. Nous, on s'en tient au terme phénomène, qui englobe beaucoup mieux ce que l'on dit et qui a, je dirais, son pendant anglo-saxon qu'on appelle UAP, donc, qui est également un terme consacré. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous travaillez dans ce domaine ? Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans ce domaine ? Enfin, moi, je suis dans ce domaine depuis 2 ans, donc C'est assez récent. c'est assez récent. J'ai mené une carrière au CNES depuis le siècle dernier, on va dire. Et qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans ? C'était le CNES choisit ses responsables parmi des gens qui ont un peu d'expérience. Donc quand le poste s'est ouvert, j'ai candidaté. Et qu'est-ce qui m'a attiré pour entrer dans ce domaine, je dirais, qui est assez, qui est une branche, je dirais, qui est rattachée au CNES, mais qui n'est pas forcément le travail fondamental qu'on réalise dans notre société. En fait, c'est le fait d'en savoir un petit peu plus, de voir un petit peu le lien avec le grand public. Donc c'est vraiment notre travail quotidien de discuter avec le grand public qui a été confronté à quelque chose qu'il n'a pas compris, qui nous l'a expliqué avec ses mots, avec ses dessins, avec ses images, ses photos, ses films. Et nous, à partir de là, on est chargé d'essayer de lui apporter des explications sur ce qu'il n'a pas compris, en essayant de lui répondre, je dirais, sur le même ton que son interrogation. D'accord. Donc ça c'est l'objectif du GEPAN ? Oui, l'objectif du GEPAN, c'est la collecte, l'analyse, l'enquête et la publication de cas d'observation, justement, qui sont apparus étranges à des citoyens sur le territoire national, dont on est parfaitement légitime sur le territoire national. Et c'est la mission primordiale du GEPAN. D'accord. Donc c'est plus une sorte de pédagogie en fait avec les personnes qui vivent des fois des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Oui, alors ça dépend du ton de leur requête aussi. Quelques gens ils veulent avoir justement une réponse pédagogique parce qu'ils n'ont pas compris. D'autres gens vont témoigner et vont émettre une étrangeté, une peur ou quelque chose, être confrontés à quelque chose qui les a fortement inquiétés. Donc ils ne vont pas poser la même question, ils vont nous demander qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ils vont faire eux-mêmes leurs propres hypothèses. Et nous, à partir de leur récit, de leur observation, qui est tracée sur un questionnaire technique, et c'est la façon dont on témoigne au GEPAN, on va apporter une réponse, je dirais, comme je dis, dans le ton de leur requête, en essayant déjà de trouver techniquement ce qu'ils n'ont pas compris. Mhm. Et si on fait un petit peu de pédagogie lorsqu'on sent qu'il y a matière à en faire, et puis on est dans un ton plus rassurant aussi, s'il y a matière à être plus rassurant. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé le GEPAN ? C'est une initiative qui vient du CNRS ? Ça vient d'où ? Non, ça vient du CNES. Le GEPAN a été créé sous sa mouture originelle en 1977, donc ça va faire bientôt 50 ans. Alors c'est une initiative politique en fait qui a vu que le GEPAN soit créé, donc rattaché au CNES par une caution scientifique du président du CNES de l'époque,
qui a donc allié, je dirais, les requêtes ou les demandes du ministère de la Défense de l'époque je dirais, une caution scientifique par rapport à la possibilité d'étudier de façon tout à fait sérieuse ces phénomènes-là et de ne pas rester sur des explications idéologiques, mais vraiment se rapprocher sur un terrain scientifique et expliquer vraiment ce que les gens ont vu. D'accord. Des fois, j'entends parler du terme pan plutôt que ovni. Il y a une différence entre les deux? Mais PAN, justement, les phénomènes aérospatiaux non identifiés et les ovnis, dont les objets font partie des phénomènes. Ok, ok, ok. Donc c'est l'un regroupe l'autre. Ouais. Et pour ces témoignages, comment est-ce que les gens font pour pouvoir les déposer? C'est quoi l'intermédiaire entre l'organisme et le grand public? Il y a plusieurs façons de déposer un témoignage. Bon, si vous avez été soumis à une observation étrange, vous pouvez témoigner par le biais du site du GEPAN. Donc le GEPAN a son propre site d'information sur lequel il y a toute une procédure qui permet de témoigner. On demande de remplir ce qu'on appelle un questionnaire technique, donc qui va retracer un petit peu la situation au moment de l'observation, qu'est-ce que les gens étaient en train de faire, qu'est-ce qui a provoqué l'observation, nous décrire ce qu'ils ont vu, dans quelle direction, dans quelle hauteur dans le ciel, quelle forme ça avait, la couleur, si ça faisait du bruit, donc tout un tas de caractéristiques qui sont demandées pour qu'on puisse nous derrière diligenter une enquête. D'accord. Et cette enquête, elle s'organise comment? Alors c'est une spécificité du GEPAN, donc c'est un groupe et pas un service du CNES. Donc on a un lien fort avec le grand public aussi dans la façon de traiter les enquêtes. La majorité de nos enquêteurs sont des bénévoles. Donc ce sont des gens issus donc, du grand public qui sont volontaires pour déployer une méthodologie d'enquête que l'on a façonnée au GEPAN depuis de nombreuses années pour tenter d'expliquer aux gens ce qu'ils ont vu. Donc ces enquêteurs sont des bénévoles qui sont candidats pour être enquêteurs et qui nous le font savoir par une candidature spontanée. Et donc nous, on va, dans ce réservoir de candidats, sélectionner des gens en fonction des besoins du groupe d'enquêteurs, du pool d'enquêteurs, avec des profils complémentaires, avec des localisations géographiques complémentaires, pour pouvoir avoir un maillage national assez complet, des enquêteurs, ou quand même des gens de terrain en fait, et également dans leur cursus, qui n'est pas forcément scientifique, des prédispositions à avoir un goût de l'aéronautique, de l'espace, des drones, enfin voilà, des choses, plein de sujets que l'on rapproche de près ou de loin dans d'autres problématiques. Et à partir de là, on a donc un pool d'enquêteurs. Actuellement, on en a une quinzaine en fait, qui donc sont des gens parfaitement formés, qu'on continue à former, parfaitement aguerris et de confiance qui vont interagir directement avec les témoins sous notre autorisation. D'accord, donc interagir, c'est-à-dire qu'ils vont sur place et ils vont faire leur investigation sur le Oui, il y a terrain. plusieurs étapes. Il y a déjà l'enquête à distance, en fait, où le témoin, le témoignage est transmis à l'enquêteur, après quelques étapes qui permettent au staff CNES GEPAN de faire toutes les vérifications qui sont d'usage. Et donc, il y a une enquête à distance, en fait. On a des outils qui sont, on va dire, labellisés GEPAN, qui nous permettent d'étudier la situation astronautique, la situation aéronautique, météorologique, etc. On a également recours à des partenaires du GEPAN, on a des partenariats avec l'armée de l'air et de l'espace qui nous permettent de dresser la situation aérienne, puisqu'on travaille avec un organisme qui est chargé de la surveillance de l'espace aérien français, qui s'appelle le CAPCODA. Qui va nous donner cette situation aérienne. On a un partenariat avec Météo France sur la situation météorologique et les événements extraordinaires qui peuvent en écouler. On a un partenariat avec la gendarmerie très, très, très historique et très solide. On profite du maillage de la gendarmerie qui, avant que le GEPAN existe, faisait un petit peu ce travail d'enquête, puisque les gens, quand ils n'avaient pas compris quelque chose, ils se tournaient vers la gendarmerie et ils faisaient leur déposition. Les gendarmes enquêtaient, s'ils pouvaient. Je pense qu'ils ont vu d'un bon oeil que le GEPAN soit créé, puisque à partir de là, ils sont toujours à même de pouvoir prendre les témoignages. Les dispositions ont été laissées chez eux pour qu'ils puissent le faire sous un format que nous, on peut exploiter pour une enquête. Mais ensuite, ils nous transmettent ce témoignage et quelquefois, ils participent avec nous ou quelquefois, ils nous délèguent complètement l'enquête.
D'accord, donc la plupart se fait à distance, donc avec cet Oui, outil. la plupart se fait à distance. C'est quand on est coincé, quand on a besoin de reconstitution, quand on a besoin d'avoir des entretiens un petit peu plus fouillés avec le témoin, ben là, l'enquêteur se déplace sur le terrain et va mener les reconstitutions, faire des entretiens complémentaires. Les enquêteurs sont formés à des techniques d'entretien aussi qui permettent de verbaliser le souvenir, d'extraire voilà, de sa mémoire des détails qui sont enfouis, qui ne, quelquefois ne rejaillissent pas au premier moment, mais après arrivent à compléter le témoignage. Cette technique d'entretien, nos enquêteurs sont formés par un psychologue scientifique sur la façon de mener un entretien, les étapes, voilà, qui nous permettent, nous, derrière, cet entretien ensuite il est retranscrit et ces gens de la psychologie, ces spécialistes de psychologie scientifique sont à même également d'analyser l'entretien et de derrière essayer justement de regrouper en fonction de, je sais pas, de l'ordre par lequel ça a été décrit, des détails qui sont affichés à tel endroit et absents à d'autres, voilà, de valider que le témoignage est consistant, c'est-à-dire que la quantité d'informations que nous a donné le témoin est fiable, suffisamment importante, et on essaie également de détecter les biais. Voilà, les biais de perception qui sont, tout le monde est sujet à des biais de perception, surtout dans ce domaine-là qui quelquefois attire un petit peu l'imaginaire. Et nous, c'est même pas pour tracer le profil psychologique des témoins, et c'est pas le but, c'est vraiment d'extraire les faits et que les faits, et de ne pas travailler sur des faits interprétés qui nous conduiraient à aller sur une hypothèse qui est fausse. D'accord, mais du coup, l'objectif du GEPAN, parce que là, on a quand même une démarche qui est très sérieuse, qui est très complète. Est-ce que c'est plus un objectif qui est tourné vers le grand public, c'est-à-dire un objectif pédagogique, ou est-ce que derrière, il y a aussi un objectif de recensement scientifique qui sera potentiellement analysé derrière? Il y a les deux. Les deux? Il y a les deux. Donc, la base du GEPAN est riche de plus de 10 000 témoignages, hein, la base de données. Donc, tout ça est centralisé sur une base et parfaitement accessible par le GEPAN et par certains scientifiques. On a des données qu'on est obligé de préserver parce que quand les témoins nous s'épanchent sur ce qu'ils ont vu, ils vont nous donner plein de détails sur des données personnelles, par exemple, qu'on est obligé voilà, c'est notre travail également de vraiment donner que la protection des données personnelles, c'est un travail important, mais cette base de données est accessible à des scientifiques. De toute façon, tout ce que l'on fait est publié sur le site web. Donc, tout ce qui est accessible est publié sur le site web du GEPAN. Vous pouvez faire des statistiques, des études. Et par rapport au grand public, il a une réponse personnalisée qui est faite de ce qu'il a vu. D'accord. Sur ce qu'il a vu, pardon. Ça représente à peu près combien de signalements par an? Alors nous recevons beaucoup de signalements. On est à peu près 1 millier par an, voilà, même un petit peu plus cette année. Parmi ces signalements, il y a un petit peu de tout, hein. Donc il y a des signalements d'observation, bien sûr, qui sont très complets et qui nous permettent, nous, de déclencher une enquête, des signalements qui sont voilà, parcellaires, incomplets, voilà, dont on ne donne pas suite, on donne une réponse au témoin, mais on a du mal, nous, à appliquer une méthodologie d'enquête si on n'est même pas sûr du jour quand on l'a vu, par exemple. Et en plus, on a des signalements qui sont en dehors de notre périmètre. Voilà, donc on ne traite pas les signalements qui sont en dehors du territoire national, on ne traite pas les signalements qui sont faits directement sur des photos ou des vidéos. Voilà, la photo souvenir où on se rencontre, il y a un truc là-dessus, qu'est-ce que ça peut être? On va demander au GEPAN, ça on ne fait pas. Puis après, il y a toute je dirais, voilà, on a une boîte, la boîte mail est assez générique au GEPAN, et donc on a également des gens qui vont, voilà, la problématique OVNI, comme vous dites, elle peut derrière susciter pas mal d'interrogations. Donc les gens vont nous donner leurs idées, nous poser des questions qui sont en dehors de notre métier. Et bien sûr, on conserve tous ces témoignages, c'est en dehors de nos prérogatives. Donc on a une main courante en fait, qui recense tous ces témoignages-là. D'accord, donc tout à l'heure on avait aussi dit qu'il y avait possibilité de faire des statistiques, en fait, de faire de l'analyse de données sur tous ces cas. Est-ce que il y a des redondances, des schémas qui ressortent, par exemple,
la localisation, est-ce que c'est plus localisé à certains endroits de la France? Alors, la façon dont sont classés les cas publiés, vous avez la localisation et la date, et ensuite, dans la partie qui est accessible, vous avez l'âge du témoin, jusqu'à un certain moment, vous aviez le genre du témoin, vous aviez enfin, si c'était le jour ou la nuit, donc vous pouvez faire toutes les statistiques que vous voulez, tout est téléchargeable sous le format d'un tableur. Nous, on n'en fait pas. On s'est rendu, enfin bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, et globalement, la seule tendance que l'on peut dégager de tout ça, c'est qu'on a plus de témoignages lorsque les gens sont amenés à être dehors et à regarder, et là où les densités de population sont les plus élevées. Voilà, donc ça marche à tous les coups. Voilà. Le D'accord. reste, Ouais, le reste, laisse faire. Voilà. Ok. Mais Et on peut faire ce qu'on veut. donc, dans un cas classique, l'enquêteur est capable de pouvoir se faire une idée à distance. S'il doit venir sur place, est-ce que, alors, outre l'interrogatoire, est-ce que il y a des protocoles particuliers qu'il met en place? Est-ce qu'il fait un travail aussi d'enquête plus observationnel, c'est-à-dire faire du repérage la nuit pour essayer de retrouver ces éléments? Il fait selon son bon vouloir et selon la procédure qui est bien décrite dans nos façons de travailler. En tout état de cause, il est mandaté par le GEPAN pour aller enquêter sur ce cas. Il a une lettre de mission. Il a signé des engagements avant. C'est la façon dont il va travailler en respectant les procédures et voilà, avec un certain niveau de confidentialité par rapport à tout ce qu'il va entendre de la part du témoin. Et il est missionné au cas par cas. Même il est missionné pour une enquête de terrain ou une enquête à distance. Donc c'est vraiment très cloisonné, c'est volontaire, hein, c'est à la fois pour protéger le témoin et également l'enquêteur qui n'a pas non plus vocation à quelquefois à vouloir dire qu'il est impliqué au Japon. Ok, je comprends. Les cas qu'on reçoit, c'est des cas qui pourraient ressembler à quoi? C'est quel type de témoignage est-ce qu'on a? Alors, ils sont divers et variés, hein, ils sont surtout divers et variés dans la façon dont les gens reportent leur observation, hein. Je dirais, il faut être quelquefois très très perspicace et habile pour déceler dans un questionnaire technique, dans la façon dont est reporté le témoignage, qu'est-ce que la personne a pu voir. Parce que la façon dont elle le décrit, la façon dont on donne des détails, tout ça, quelquefois, c'est entaché d'émotion. Et bon, on a quelquefois du mal, enfin moi, je ne sais pas forcément mon métier d'enquêter, hein, mais on a quand même du mal voilà, à prédéfinir quelle hypothèse on pourrait privilégier par rapport à l'observation. Voilà. Donc ça tient beaucoup à la façon dont c'est décrit. Et moi, je n'ai pas de cas particulier à vous donner, mais on sait que deux phénomènes identiques vont être reportés quelquefois très différemment par deux personnes qui ne se connaissent pas ou même qui se connaissent. D'accord, du coup, en fonction de son affect, même de son niveau de culture scientifique éventuellement? Oui, 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 c'est vrai. Donc, nous, on est là pour traiter tous les cas qui nous sont rapportés par tout le monde et on est là pour pouvoir expliquer à tout un chacun, avec des mots qui ne l'offensent pas, qui ne le blessent pas, ce qu'il a vu. On n'est pas là pour donner de leçons. Ouais. Oui, on est là pour, la personne a été très émotionnée par ce qu'elle a vu. On va essayer de lui expliquer peut-être un peu plus précisément les choses que si c'est quelqu'un qui va témoigner pour une simple curiosité. Voilà. Le niveau d'étrangeté joue beaucoup dans la façon dont on répond aux gens. Et puis, oui, c'est plutôt quand même très pédagogique. On a des enquêteurs qui sont très axés sur la pédagogie, et donc qui vont vraiment pousser dans cette direction. Et c'est tant mieux. Ouais. C'est quoi les phénomènes qui sont très souvent pris pour des ovnis, qui sont en fait des phénomènes des fois naturels? Enfin, ça, c'est la seule statistique qui apparaît sur le site web du GEPAN, hein. Aujourd'hui, on va dire les méprises, hein, les plus importantes, ce sont des aéronefs, hein. Ça, c'est clair. Les aéronefs que les gens soit ne savent pas reconnaître, soit qui évoluent dans des milieux qui font qu'on ne les voit pas complètement, ou voilà, ils ont un aspect qui étonne, hein, on va dire, sont c'est autour de 17 ou 18% de cas de méprise. Voilà.
Et nous, on arrive assez fidèlement à déterminer la situation aéronautique, justement, puisqu'on est en lien avec l'armée de l'air et la défense, et de l'espace, pardon, qui nous donne toutes les traces radars que l'on veut, sur tous les aéronefs qui ont survolé le territoire national au moment de l'observation. D'accord. Et ça, c'est à peu près une vingtaine de pourcents, Oui, 18%. oui, oui, je crois, oui, 18%, oui, je crois que c'est fait. J'ai pas tout à fait en tête, mais c'est Oui, ça, cette proportion-là. en proportion. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'en proportion, 80% des phénomènes restants sont pas expliqués? Ah si, si, ils sont expliqués, mais après vous avez les drones, vous avez les animations lumineuses, vous avez les satellites, vous avez des étages de lanceurs, vous avez des rentrées atmosphériques, vous avez des météorites, des bolides, vous avez des oiseaux, vous avez des effets dus à la faune et à la flore. Enfin, il y a beaucoup de choses qui quelquefois, interrogent les témoins, alors qu'on arrive à l'expliquer parce que on a une certaine habitude, une certaine connaissance et on a des experts aussi, hein, j'en ai pas parlé. On a le GEPAN anime un collège d'experts qui nous est propre avec des gens qui ont une compétence forte, on va dire au niveau national, sur un domaine qui touche aux phénomènes aérospatiaux en général. On a des pilotes, des anciens pilotes, des spécialistes de drones, des spécialistes de foudre, des spécialistes de parachutisme, des spécialistes, des ornithologues, on a des sociologues, des physiciens, des psychologues cliniques aussi, des gens qui quelquefois sont à même à se positionner par rapport à ce qu'a vu le témoin, mais tout ça c'est fait, donc tout ça, ça contribue à donner du sens à l'enquête et vraiment caractériser le mieux possible ce que la personne a vu pour lui donner une réponse. Est-ce qu'il y a du coup un pourcentage de ces cas qui n'ont pas d'explication? Oui, alors la classification, c'est la vocation aussi du GEPAN. Nous avons 4 degrés par contre, de classification. La classification type A sont des phénomènes que l'on a parfaitement identifiés, à peu près un quart. Ok. La classification B, voilà un gros tiers de phénomènes qu'on a très probablement identifiés. Il nous manque un élément qui ne nous permet pas de nous assurer à 100% une origine ou quelque chose qui nous permet pas de les classer en A, je dirais. On a un tiers aussi de phénomènes non expliqués par manque d'information. C'est-à-dire, au cours de l'enquête, on se rend compte que quelque chose ne colle pas par rapport au témoignage, par rapport aux réponses que fait le témoin, par rapport aux éléments que l'on reçoit de nos partenaires qui nous permettent de dresser les situations que l'on met en face, les hypothèses, où le témoin ne veut plus répondre. Enfin, il y a pas mal de cas qui nous conduisent à, je dirais, globalement, abandonner l'enquête. Voilà. Et in fine, il y a à peu près entre 3 et 4% de phénomènes que l'on n'arrive pas à identifier après enquête, après avoir constaté qu'on a déployé la méthodologie d'enquête la plus achevée et on n'arrive vraiment pas à se déterminer et donc on le reconnaît. On dit le phénomène n'est non identifié après enquête. Et on s'arrête là. Et donc, quand on dit non identifié, c'est en prenant en compte aussi la probabilité que ça puisse être une erreur de la personne et ou un canular. Alors justement, avant de les classer D, alors le canular, on est quand même très peu challengé sur les canulars. Voilà, à une époque, c'était établi autour de 1 à 2% des cas. Moi, depuis que je suis au GEPAN, je n'ai jamais. Il y en a peut-être un qui était limite, mais on demande quand même aux gens de remplir un questionnaire, de donner leur nom, leur prénom, de donner leur numéro de téléphone. On ne répond jamais dans l'immédiateté. Jamais. Même si on a vu le phénomène, on le reconnaît de suite, on laisse un peu de temps. Donc les gens, quelquefois, ils disent « qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne répondez pas ?» On a un petit peu, voilà, on voit l'emballement médiatique autour de ça, il suffit que l'on se trompe ou que l'on ne soit pas sûr, ça va faire le buzz pour rien. Donc on essaie Donc les canulars, les gens qui veulent nous jouer des tours, nous challenger, je dirais, on en a assez peu. Alors je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on en reconnaît assez peu. En fait, nous on s'assure, hein, donc, avant de le classer D, encore une fois, donc, automatiquement un cas classé D aura donné lieu à une enquête de terrain. Donc l'enquêteur se sera déplacé, il aura fait cet entretien cognitif, il aura répondu à toutes les interrogations, il aura fourni les documents originaux, les photos, les films qu'il aura, un logiciel d'authentification de documents aussi, hein, qui nous permet de s'assurer que les gens ne veulent pas nous jouer des tours ou qui nous donnent des documents avec des filtres ou des choses comme ça qui vont nous gêner dans notre enquête, puisqu'on ne part pas de quelque chose d'objectif. Donc on détecte tout ça.
avec un logiciel propre du GEPAN. Et donc on a pris énormément de précautions quand on classe D, c'est vraiment la méthodologie, elle a été parfaitement déployée. Le comité d'experts dont je vous ai parlé s'est prononcé. Et on fait même un vote des experts en disant qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'on vous a dit, par rapport à l'idée que vous en êtes fait, vous en tant qu'expert, mais indépendant, une vision indépendante de l'enquête. Et à partir de là, je suis seul responsable du classement final, mais globalement, je suis les prérogatives qui nous ont été données par le comité d'experts et les enquêteurs et toute l'équipe du GEPAN du CNES. D'accord, donc quand on dit qu'on ne sait pas, c'est que on ne peut pas trancher avec certitude ou qu'on n'a aucune idée On n'a de ce aucune que c'est. idée. D'accord. Mais ça représente que 3%. 3%, ouais. On D'accord. n'a aucune idée. Mais d'accord. Et ça se base sur des témoignages oraux ou est-ce qu'il y a même des images Très peu concrètes? d'images. Très peu d'images. On a beaucoup de croquis. Les gens, la plupart du temps, lorsqu'ils voient ce genre de choses, ils sont tellement surpris qu'ils n'ont même pas le réflexe de prendre une photo. On a quelques images par le passé. Voilà, c'est quand même assez ancien, et quand je vous parle, et moi je ne me prononcerai pas dessus. Mais globalement, c'est quand même des témoignages oraux, étayés avec des croquis, avec des reconstitutions. Enfin, on a déployé pas mal de choses. On travaille même avec des studios vidéo pour essayer d'être le plus proche possible d'une reconstitution. On lui fait voir au témoin pour savoir si c'est ce qu'il a vu. Enfin, vous voyez, il y a plein d'artifices quand même qui vont voilà, qu'on soit assez affirmatif quand on dit qu'on ne comprend pas. D'accord. Parce que nous, on ne comprend pas, mais derrière, il y a quelquefois pas mal il y a d'autres groupes, on va dire, qui vont dire si le GEPAN a compris, on n'a pas compris, nous, on va essayer de comprendre. Avec une démarche qui, quelquefois, diffère de la nôtre. Donc, on essaie quand même d'être assez sûr, quand on classe quelque chose de D, qu'on a usé de tous les subterfuges pour essayer de déterminer ce que c'était et qu'on n'a pas réussi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de groupes, donc sur les réseaux sociaux, sur Internet, de personnes qui se constituent, qui s'échangent derrière énormément d'images. Est-ce qu'il y a une mode des ovnis, des objets non identifiés? Par le passé, je dirais, il y avait beaucoup d'associations qu'on appelle associations ufologiques. Oui. Voilà. Moi, j'ai connu ça, je dirais, à l'ancienne mode, avec des sociétaires voilà, qui se réunissaient parce qu'ils avaient un sujet, un intérêt commun pour développer un sujet à leur façon. Je ne sais pas comment c'est relayé sur les réseaux sociaux. Il y a même des systèmes, on va dire, automatiques qui permettent de dire vous faites une photo éventuellement de quelque chose, tout ça est analysé, la couleur est analysée, et ils vont vous dire voilà ce que c'est. Voilà, il y a déjà des applications qui existent comme ça, des développements qui sont faits par des particuliers, je dirais. Mais bon, voilà, nous on est, j'ai pas assez de connaissances. Enfin, moi je n'y vais pas trop sur les réseaux sociaux. Le sujet est assez sensible. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que la science-fiction, de manière générale, ça influe sur ce que s'attendent à voir des gens et donc est-ce qu'ils projettent des fois sur ces phénomènes? Ça fait partie des biais de perception. Des biais, du coup, qui sont exclus par l'examen psychologique. Voilà. C'est pas un examen psychologique. C'est un examen. C'est des biais cognitifs. C'est pas de la psychologie au sens clinique ou pathologique. Oui. C'est vraiment les gens ils racontent de leur façon et oui, et dans leur jeunesse ils ont vu les envahisseurs. Voilà, et comment cette trace reste dans le cerveau et comment à un moment donné on ne peut pas faire l'amalgame. C'est tout à fait naturel. Et donc, nous, on essaie quand même de trancher entre le fait et quelque chose qui est un petit peu déformé parce qu'on y a donné une signification et même pas nous, c'est le cerveau qui a donné cette signification et le cerveau s'exprime. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui sont similaires à celui-là à l'international avec lesquels vous êtes amené à collaborer ou est-ce que c'est vraiment une institution française? Moi, je dirais que c'est une institution française, donc le GEPAN va avoir 50 ans. La pérennité, l'expérience, la base de données de témoignages, la volonté d'ouverture sur le public. Et donc le I de GEPAN, c'est information. Tout est axé sur l'information, tout ce que l'on fait. Transparence.
transparence. Le fait que ce soit abrité par un opérateur de l'État comme le CNES. Moi, j'ai un petit budget pour fonctionner. La mission est reconnue par le président directeur général du CNES. Elle est connue des ministères. Ça, c'est assez unique. Je suis en relation avec, par exemple, le bureau qui s'occupe de la même chose aux États-Unis, qui s'appelle l'AARO, All Anomaly Resolution Office, qui lui fait partie du Pentagone. Donc c'est le ministère de la guerre, c'est pas le Centre national d'études spatiales. Et quand je discute avec le patron de cet organisme, puisqu'on m'a donné, on a chacun l'autorisation de discuter l'un avec l'autre, hein, malgré voilà. Lui, il va me dire qu'il est plus dans la chasse proactive des UAP, voilà, des PAN. Nous, on attend le témoin. Lui, il a une mission qui est plutôt défense, puisqu'il dépend du ministère de la Guerre, ou sécurité nationale. Ce n'est pas le cas du GEPAN. Voilà. Et après, au travers le monde, des bureaux constitués, il y en a très peu. On sait qu'il y en a un au Chili, en Argentine, par exemple, mais qui dépendent de bureaux dans ce qu'en France on appelle la délégation générale de l'aviation civile, mais les entités locales qui globalement s'occupent de témoignages de pilotes. Ah oui, les témoignages du coup, je vais plutôt utiliser phénomènes non expliqués que eux verraient. Que des pilotes observent. Ouais. Que des pilotes observent. C'est le cas au GEPAN aussi. Donc des dispositions ont été laissées à la délégation générale de l'aviation civile, justement, pour que dans le référentiel qui est donné aux pilotes et aux contrôleurs aériens, il y a une annexe sur les phénomènes aérospatiaux identifiés, avec une façon de décrire ce qu'ils ont vu, s'ils veulent le déposer. Et ensuite, le dossier nous est transmis et il est traité avec l'anonymat, de la façon dont on le fait pour n'importe qui. Et c'est connu des services de la DGAC. Voilà, c'est quand même quelque chose. À une époque, les gens n'osaient pas témoigner de ce qu'ils avaient vu, de peur d'être pris pour quelqu'un de farfelu ou quelqu'un qui a des problèmes de santé. On pourrait vous retirer votre licence de pilote ou vous empêcher d'œuvrer dans une tour de contrôle parce que vous avez quelque chose qui est. Et là, c'est pas le cas. C'est de façon tout à fait transparente, les gens ont et voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Et plutôt que de se le garder, même si on est des professionnels, ils peuvent s'épancher et nous donner leur observation, on essaie de leur expliquer ce qu'ils ont vu. D'accord. Et le tout en anonymat. Ah oui, l'anonymat, ça c'est la base. Hein. Donc on récolte bien sûr les données des témoins parce qu'il faut bien qu'on les contacte, il faut bien qu'on vérifie que ce soit une personne civile, enfin morale, etc. On demande un engagement aussi de publication, c'est-à-dire que le témoin va signer un accord de publication de l'enquête qui va être faite sur son cas, a priori, c'est-à-dire avant qu'il connaisse le résultat. Moi, okay. je suis amené donc à publier tout le travail que je fais en transparence. Et donc, il va signer cet accord de publication. S'il ne signe pas l'accord de publication, j'abandonne l'enquête. Même s'il a vu ce qu'il veut bien me décrire, on n'est pas là pour faire des enquêtes privées. Donc, il peut se tourner vers quelqu'un d'autre s'il veut, mais nous, on s'attache vraiment à faire profiter d'une communauté qui est très intéressée de notre travail, en toute transparence. De par le passé, la problématique OVNI est très sensible d'un point de vue scientifique, donc on n'est pas là pour tout ce que l'on fait, et on ne veut surtout pas écorner l'image scientifique du CNES. Donc tout ce que l'on fait, on le publie en transparence. Il y a même un comité de surveillance ou de pilotage du GEPAN qui est présidé par quelqu'un d'indépendant qui est en relation avec le PDG du CNES, à qui je rapporte tous les travaux que je fais, tout ce qui est publié. Et ce comité de pilotage, il est chargé d'évaluer le travail et de voir si je vais ou pas au-delà des missions du GEPAN. D'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un objet non identifié ou un phénomène non identifié soit en réalité rattaché à du domaine du militaire, donc que ça pose des problèmes de confidentialité, d'information même? Donc déjà, comme je dis, le GEPAN est dimensionné pour traiter des témoignages de personnes morales. Donc, c'est des gens qui ont vu. Donc si c'est un militaire qui a vu,
il peut témoigner, nous lui assurera l'anonymat, il n'y aura aucun souci. Par rapport à des phénomènes qui existent au-dessus du territoire national, bon, bien sûr, il y a les essais de missiles, enfin, voilà, de planeurs hypersoniques et les essais d'armes tactiques. Lorsque quelque chose se passe et qu'il y a une opération sensible, comme on est en lien avec l'armée de l'air et de l'espace, et qu'une personne a vu quelque chose qui vraisemblablement ce que se passait, l'armée va nous dire il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. On ne peut pas vous dire quoi. Moi, je n'ai on n'est pas tenu par une confidentialité quelconque, mais l'armée nous dit il y avait quelque chose, c'est sans danger. D'accord, donc là, le dossier, enfin le rapport qui sera transmis à la personne, c'est qu'effectivement, on sait ce que c'est, mais il sera publié. Hein. Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes voient des phénomènes qui de base étaient inexpliqués, mais qui ont donné lieu à des recherches scientifiques pour découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues? Donc le processus de revisite des KD, donc les cas qui sont non identifiés, est un processus normal chez nous. Hein. Donc c'est vraiment quelquefois des cold cases, hein, on va dire, ce qu'on n'a pas réussi à identifier. Le but n'est pas de tout expliquer, mais il arrive justement qu'on ait un témoignage qui va s'additionner au témoignage que l'on a eu il y a quelques années, qui concerne la même chose, mais qui nous a été rapporté plusieurs années plus tard, ou un élément nouveau, quelque chose qui apparaît plus évident avec le développement de nouveaux outils, qui va nous conduire à recaractériser un cas D et éventuellement apporter une réponse. C'est arrivé l'an dernier, donc on a un cas D qui était donc catégorisé D depuis 2014. Et suite à un concours de circonstances, on va dire ça comme ça, l'enquêteur qui était sur l'affaire en 2014 est tombé face à face avec quelque chose qu'il a pu reconnaître comme l'observation qui avait été faite à l'époque par deux témoins qui ne se connaissaient pas, en plus des gens qui avaient fait deux déclarations indépendantes. Et il est tombé dessus et ça collait parfaitement avec l'autre témoignage et on s'est rendu compte que c'était ce que la personne n'avait pas vu en 2014. Et on a l'explication pourquoi on ne l'a pas vu en 2014, parce qu'à l'époque c'était justement un hélicoptère dont l'armée commençait à s'équiper d'un hélicoptère très récent et il n'était pas bon ton de dire qu'il était en train de s'équiper de ce type d'hélicoptère. 10 ans plus tard, c'était retombé dans un domaine un peu plus... D'accord. Voilà. Donc là, on parle beaucoup de technologie. Est-ce qu'il y a des objets qu'on n'identifie pas, des phénomènes qu'on n'identifie pas qui viendraient du ciel plus profond, donc des comètes, des planètes, qui auraient été découvertes grâce à des personnes qui observaient le ciel et qui remontaient ces informations? Ou beaucoup moins? Beaucoup moins. Donc on travaille avec un autre opérateur de l'État, on travaille avec le corps des astronomes du CNRS aussi, pour justement voir ce qui se passe en situation astronautique, justement sur des phénomènes célestes qui seraient exceptionnels à telle ou telle époque de l'année. Il arrive que on a bien sûr, il y a des messagers du ciel. Dans les météorites, c'est typiquement des messagers de notre passé, de l'ère qui a précédé la création du système solaire. Donc tout ça, bien sûr, quand ça rentre dans l'atmosphère, ça fait une rentrée atmosphérique, et donc tout ça, ça peut être pris détecté comme un pan. Après, des découvertes issues d'astronomes qui se sont penchés sur la question et qui ont déclaré qu'ils auraient déclaré quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, qui pouvait s'apparenter à un phénomène nouveau, ou à un astre nouveau, ou une configuration céleste spéciale, il n'y en a pas eu. On a par contre eu des astronomes qui ont eu dans leurs lunettes des flashs ou des flares plutôt d'objets célestes avec nous, notre collaboration avec le Centre opérationnel de surveillance de l'espace, on a pu corréler que l'observation qui se trouvait tel jour, telle heure, face à telle constellation, c'était un vieil étage d'une fusée qui était égaré à cet endroit-là, et dans cette configuration, il reflétait le Soleil, ou la Lune, ou je ne sais plus quoi exactement. Donc, l'astronome, il a vu ce flash, donc c'était pas Armageddon ou quoi que ce soit, c'était un débris. Voilà, donc ça, c'est arrivé. Ok. Est-ce qu'avec la multiplication des satellites et aussi les lancements de fusées qui sont de plus en plus fréquents, est-ce que ça provoque une augmentation du coup de ces faux positifs?
En effet, vous avez mis le doigt sur le peuplement de l'orbite terrestre, enfin l'orbite basse, hein, donc les méga constellations de satellites, dont la méga constellation de SpaceX, dont Starlink, et actuellement 2 autres constellations qui sont en train d'être mises en place par les concurrents chinois, une méga constellation qui est arrivée de l'Europe aussi. On a une recrudescence d'observations de flares, justement, donc d'éclats du Soleil sur des satellites, alors que le Soleil est couché pour l'observateur, et dans des configurations que l'on a réussi à déterminer, notamment pour les Starlink, on arrive à détecter que c'est ce qu'ils ont vu, mais après, maintenant, on considère qu'il y a quasiment 1 point sur 16 dans notre ciel qui est un phénomène artificiel. Tellement l'orbite basse est peuplée, il y a 10 000 satellites Starlink, enfin, voilà, c'est énorme. Donc les conditions qui font que par moment ils vont refléter le Soleil et que ça va être témoigné, donc on est en train de travailler là-dessus justement pour minimiser, je dirais, le nombre d'observations que l'on devra enquêter précisément, parce qu'on n'arrivera jamais à remonter quel satellite ils ont vu, mais c'est forcément un satellite. Voilà. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont marqué plus que d'autres, dont vous vous souvenez peut-être? Enfin, des témoignages, enfin, contemporains, il y a un témoignage, oui, qui est assez marquant, qui a été classé, le cas a été classé non identifié, un KD, une personne qui a vu dans le ciel 3 tores oranges qui évoluaient en formation au-dessus d'une ville dans le nord de la France. Et on se rend compte en travaillant avec d'autres associations ufologiques qui ont un petit peu la même philosophie que le GEPAN, et également quelques liens que l'on a avec dans des associations dans des pays étrangers, qu'il semblerait que des gens aient également vu ce phénomène. Voilà. Alors, la façon dont ils le décrivent, comme je vous dis, n'est jamais la même, mais il semblerait que pas mal d'informations se recoupent, et nous, on n'a toujours pas compris ce que c'était. Donc c'est quelque chose, là aussi, un cold case, on aimerait quand même essayer de comprendre ce que les personnes ont vu, qui était quand même assez étrange, la façon dont ça nous a été raconté, rapporté. Et c'est aussi étrange dans le témoignage que l'on a pu consulter d'autres personnes ailleurs. Ok. Est-ce que y a des schémas qui reviennent régulièrement, des manières communes de décrire ces objets qui seraient peut-être influencés par l'imaginaire qu'on s'en fait? La dernière partie du questionnaire technique, c'est le volet émotion, où les gens, on leur pose comme question est-ce que vous connaissiez les phénomènes socio-identifiés? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ce que vous avez vu change quelque chose par rapport à votre perception originelle? Est-ce que vous croyez que la science va apporter une réponse? Donc globalement, là, les gens répondent et en fonction de leur réponse, on voit qu'est-ce qui drive leur façon de rapporter le témoignage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu quelque chose. Ça, mais, je dis mais je veux dire, et il faut tenir compte de ça. C'est pas parce qu'une personne a une sensibilité particulière avec les ovnis et qu'elle va nous décrire quelque chose de très précis. Au contraire, on aura beaucoup d'informations. Par contre, il va falloir extraire ce qui est de l'interprétation. Toujours est-il, pour pouvoir nous partir sur une enquête sur des faits et pas sur une interprétation. Voilà. Mais les personnes ont toutes vu quelque chose, hein. Ouais. Ça c'est clair. D'accord, c'est plus du coup le contexte de base qui change la manière dont elles percevront cette chose qui... Oui, c'est la façon dont le témoignage est rapporté. Il est rapporté avec les mots des gens, avec le cerveau qui prend le pas sur la vue, les souvenirs anciens, l'éducation, enfin beaucoup de choses. Et bon, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour déceler ce qui fait partie de ce genre ce qui constitue le témoignage et le rapport des faits. Il faut vraiment qu'on arrive à l'extraire de tout ce contexte sans juger la personne, c'est pas le but. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on a tendance à associer du coup à l'univers des phénomènes non expliqués et des ovnis.
c'est les crop circles. Est-ce que ça fait partie des domaines sur lesquels vous intervenez ou c'est vraiment pas forcément pris en compte? Je suis sûr qu'on nous demande, hein, bon, phénomène aérospatial non identifié. Bon, déjà, c'est au sol. Donc, on n'a pas on n'a pas cette mission au GEPAN. Par contre, un des enquêteurs qui fait partie du pool est une sommité je dirais, dans l'analyse de la réalisation de ces figures géométriques qui sont, voilà. Il n'a jamais trouvé une figure géométrique qui n'est pas d'origine humaine, quoi. Voilà. Donc lui, il a sa façon d'analyser la façon dont sont couchés les fourrages ou les céréales ou quoi que ce soit, et il remonte toujours à la façon dont par où ils ont commencé, par où ils ont fini, et quelle est la figure géométrique qui a permis in fine d'avoir ce truc qui peut interroger les gens, on peut le comprendre, voilà. Oui. Ok. Mais c'est pas un hasard, parce que cette personne est un expert et je dirais un ufologue très aguerri et très reconnu au niveau national. Mais on ne va pas enquêter sur des crop circles, c'est au sol. Donc moi j'ai la parade pour dire non, je ne veux pas me lancer dans ce genre d'explication. Bon, pourtant on l'aurait. Ok. Tout à l'heure, on a parlé aussi de la possibilité de publier du coup ces témoignages. Il y a une revue, il y a un article dans lequel sont publiés ça? Ils sont publiés sur le site web du GEPAN. Directement sur le site web. Sur le site web du GEPAN, vous avez tous les cas, il y en a autour de 3300 qui sont publiés, avec le témoignage qui est anonymisé, avec des documents d'enquête, un compte-rendu d'enquête s'il y en a un qui a été fait, une synthèse, les photos, les vidéos, les croquis qu'on nous a fournis, tout ça c'est anonymisé. Et c'est à la disposition des gens qui peuvent maintenant reprendre l'enquête s'ils veulent ou faire ce qu'ils veulent. Mais nous, le but, c'est vraiment, en toute transparence, de dire ce qu'on a déduit de l'observation. Et même si on n'est pas infaillible, on essaie quand même de donner les bonnes explications et libre aux gens d'exploiter comme ils veulent. Hein. C'est vraiment les droits c'est libre d'accès, hein, pour tout ce qui est information dans le domaine du privé, et le site du GEPAN est très visité. D'accord. Pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, ou du moins sur le process en fait à suivre pour pouvoir appréhender ce genre de cas de figure, est-ce qu'il y a des livres, des revues, des documentations qui peuvent être intéressantes? Oui, il y a des documents, hein. Il y a un de mes prédécesseurs a écrit une tranche de vie de son passage au GEPAN. Ça s'appelle J'ai vu un ovni. Alors je ne me rappelle plus à quelle édition c'est Xavier Passot. Et là-dessus, Xavier a fait part de son expérience, a expliqué un petit peu de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, hein, en partant de cas avérés. Qu'est-ce qui a conduit à la méprise, quels ont été les rebondissements dans l'enquête qui font qu'on a trouvé ou qu'on n'a pas trouvé, quelles sont encore les interrogations dans certains cas, hein, et donc tout ça c'est retracé dans un bouquin qui date de 7 ou 8 ans, mais que moi j'ai lu quand j'ai pris le poste et qui m'a permis d'appréhender, je dirais, une grande partie de la problématique PAN ou OVNI. Voilà. Ok, ça marche. On mettra ce livre en description. Ouais. En tout cas, on arrive sur la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet échange très intéressant. Merci à vous.